Vous savez qu'actuellement, je fais une opposition entre la notion de preuve et la notion de démonstration. La preuve, c'est quelque chose qui existe. Je peux montrer le document qui sert de preuve. Mais imaginez quelqu'un qui rencontre une personne, un homme blanc par exemple, d'un certain âge, qui parle français couramment, et qui lui demanderait ses papiers. Prouvez-moi que vous êtes bien de tel âge, de telle race, de telle langue. Ce serait absurde. Puisque la personne, on le voit tout de suite ce qu'elle est. Et donc la notion de preuve ici est excessive. Et inversement, quelqu'un qui n'aurait pas ce profil et qui présenterait des documents qui montreraient qu'il a ce profil, ce serait une preuve très suspecte, controversée. Donc la preuve renvoie à quelque chose qui est déjà là, qui est déjà présent. Alors que la démonstration est plutôt dans le domaine de l'absence, quelque part, du manque. Quelque chose qui nous manque, qui a disparu, dont on n'a pas de traces, pas beaucoup de traces. Et donc, peut-être qu'on trouvera un jour, mais dans l'immédiat, on prévoit qu'il en sera ainsi, on prévoit que ça ressemblera à ceci et à cela. Donc les gens qui sont dans la démonstration, dans la spéculation, sont des gens qui parient sur l'avenir. Qui parient qu'on trouvera, et encore, c'est même pas certain. Et de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Du moment que je démontre quelque chose, la démonstration, si elle est suffisamment rigoureuse, suffit à elle-même. Ça suffit à elle-même. Inversement, la preuve, souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable de proposer le bon raisonnement, qui n'a pas fait preuve du bon sens nécessaire pour convaincre, qui n'a pas fait appel au bon sens des autres. Et à ce moment-là, il est obligé d'apporter des preuves, ou de fabriquer des preuves d'ailleurs. Et dans le domaine de la recherche, nous avons ce double enjeu. Montrer que certaines preuves n'en sont pas, par exemple dans le cas d'Australamus, et des fausses éditions qui sont des preuves tout à fait discutables. Et inversement, des éditions qu'on ne connaît pas et qui ont dû exister. Et qu'on retrouvera peut-être, mais peut-être pas, mais dont on peut démontrer qu'elles ont dû exister pour des raisons structurelles. Parce que finalement, le structuralisme permet de compléter, de remplacer le chaînon manquant. Structurellement, il doit y avoir un élément ici. On ne l'a pas, mais il doit exister, et je vais vous démontrer qu'il ne peut pas ne pas exister. Et ce n'est pas une raison pour dire qu'on va attendre qu'il existe, qu'on le trouve, non. En attendant, si on veut, en attendant, on va dire qu'il a existé, qu'il doit exister, et on va même le décrire. Le défaut de la bibliographie de Daniel Russo, justement, pour ne pas parler d'autres bibliographies plus tardives, comme celle de Shomara et Ben Azra, c'est que, enfin, peut-être que j'exagère, mais ils n'ont pas été capables, à partir des éléments qui nous sont accessibles, de reconstituer le processus dans sa totalité. Par exemple, il n'existe aucune édition des centuries à 3 centuries. Mais on sait très bien que la 4e centurie, au départ, c'était une addition à la 3e centurie. Et que dans un premier temps, il est évident qu'on va créer 3 centuries, par exemple,
et qu'après, on va vouloir rajouter quelque chose. Mais on ne va pas produire dès le départ 3 centuries plus quelque chose. Autrement, on aurait organisé ça autrement. C'est vrai pour la 4e centurie, qui s'est faite en plusieurs temps. Et donc au départ, c'était pas une centurie, c'était un supplément à une centurie, à un premier ensemble de 3 centuries. Et puis il y a le cas de la 6e centurie, qui, on le voit bien dans les éditions parisiennes de 1580-89, a d'abord été à 71 quatrains, et donc déjà c'était un supplément. Alors là, oui, on peut se poser la question. C'est fait en plusieurs fois. Bon, je ne reviens pas sur les aléas de cette addition, mais qu'on ait voulu, au bout du compte, arriver à 6 centuries, ça paraît évident. Mais ensuite, on a voulu rajouter quelque chose. Et ça a été le commencement d'une 7e centurie. Donc pour me résumer, il y a eu certainement un stade à 3 centuries et un stade à 6 centuries. Et après des suppléments à la 4e centurie et à la 7e centurie. Mais on ne peut pas rejeter le fait que dans un premier temps, le projet était d'arriver à un nombre plein, à un ensemble plein de centuries. 3 centuries, 6 centuries. C'est comme ça qu'il faut raisonner, à mon avis. Même si on n'a pas d'édition de cette catégorie. On n'a aucune édition des 3 centuries. Mais dire que la première édition des centuries est à 3 centuries et 53 quatrains, c'est se moquer du monde.